Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, c'est un plaisir pour moi de vous savoir fidèle à votre émission Droit de savoir. Je suis Christian Perrin, avec moi sur ce plateau, monsieur Modeste Boukadia, qui n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui le découvrent, c'est le président du Cercle démocrate et républicain du Congo, le CDRC. Au menu de notre entretien, la situation politique et économique du Congo-Brazzaville. Politique parce qu'il estime qu'il est plus qu'impérieux de préparer, et en urgence d'ailleurs, l'après Denis Sassou Nguesso. Il nous dira le pourquoi. Économique, parce que dans un de ses tweets du 9 juillet 2021, Modeste Boukadia évoquait l'implication, sinon le rôle de Bernard Kouchner et de Dominique Strauss-Kahn dans l'ouverture des comptes dans les paradis fiscaux avec les 14 000 milliards de francs CFA du Fonds de garantie des générations futures. Si le temps nous le permet, nous aborderons également la dette chinoise. Que risque le Congo-Brazzaville ? Bonjour Monsieur Modeste Boukadia et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Monsieur Perrin. Alors, dans une sortie médiatique, une de vos sorties médiatiques, vous évoquez avec insistance, et vous disiez d'ailleurs, ça doit être urgent, de préparer l'après Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu mieux sur le pourquoi ? Écoutez, d'abord je voudrais dire ceci, tout un chacun a une santé plus ou moins bonne. Au moment où j'ai en toute connaissance de cause et en toute confiance et connaissance de cause, j'ai dit que M. Sassou avait une santé qui ne lui permettait plus d'assumer les fonctions qu'il s'est attribuées, celle d'être président du Congo à la suite de ce que nous avons connu à partir de sa nomination par la Cour constitutionnelle de manière illégale, puisque logiquement, le scrutin de mars 2021 aurait dû être annulé et pour cause, un des candidats majeurs avait été emporté, selon les dires de M. Sassou, par un ennemi invisible sur la toute dernière ligne droite. La Constitution, sa propre Constitution, dit clairement, dans pareilles circonstances, il est clair que l'élection présidentielle doit être stoppée et annulée, ce qui n'a pas été le cas. Je disais effectivement, au moment où je l'ai annoncé, M. Sassou avait une santé chancelante. Monsieur Boukadia, vous êtes en train de nous dire, au fond, que Denis Sassou Nguesso est malade, c'est cela? J'ai dit ceci et j'assume ce que j'ai dit. Et je reconnais qu'il a bénéficié ou il bénéficie des soins. Et je m'en félicite. Je suis heureux qu'il se porte maintenant bien. Oui, monsieur Boukadia, mais s'il se porte bien, alors pourquoi est-ce que vous demandez que les Congolais préparent déjà l'après Denis Sassou Nguesso? Mais tout simplement, monsieur, si l'on voit les circonstances actuelles, quand on voit l'endettement du pays, quand on voit les retraités qui ne touchent pas leur pension depuis beaucoup de mois, quand on voit des salaires qui ne sont pas virés et qu'il y a eu des retards de paiement de salaire depuis voire jusqu'à 30 mois, il est tout à fait normal pour un homme politique de penser à l'avenir, de telle sorte que nous ne soyons pas surpris. Et surtout, nous ne souhaitons pas arriver à la situation de la Côte d'Ivoire. Cette situation de la mort du président Houphouët-Boigny qui a entraîné des tragédies, dont la mort, l'assassinat du général Robert Guei. Personne ne peut l'ignorer aujourd'hui. Et personne ne peut ignorer que c'est cette situation qui a généré tout ce que la Côte d'Ivoire a connu avec le président Gbagbo ainsi que le président Ouattara. Moi, je veux que mon pays, que le Congo, qui appartient à tous les Congolais, ne suive pas la voie de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je dis. Oui, parce que quoi? Qu'est-ce qui se prépare au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que vous redoutez exactement? Ce n'est pas moi qui redoute quelque chose. Vous dites que vous ne voulez pas que le Congo vive l'expérience de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous redoutez quelque chose. Vous avez des informations sur quelque chose. Ce que je ne souhaite pas, c'est que le Congo soit mis devant un fait accompli.
M. Perrin, quand j'étais candidat en 2009, même jusqu'en 2012, j'avais dit qu'il faut craindre que M. Sassou nous fasse un coup à la traîtrise en nous imposant son fils. Fort heureusement, et c'est là où je suis content de la rédaction de sa constitution de novembre 2015 qu'il a fait adopter à coup de flot de sang. Puisque... Mais pendant que vous abordez déjà cet axe, vous dites que les Congolais doivent se préparer sur l'après Denis Sassou Nguesso. Et il se trouve que beaucoup d'autres Congolais pensent que finalement, il a porté dévolu sur son fils Christelle, Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui assume les fonctions du ministre de la coopération internationale, et d'aucuns pensent d'ailleurs que c'est une façon déjà de le préparer pour le succéder. Moi, je ne partage pas ce point de vue, M. Perrin, pour la simple raison, tout Congolais peut assumer les fonctions de ministre, mais selon la constitution de M. Sassou, de novembre 2015, dans son article 66, il est clairement dit que nul ne peut être président de la République s'il n'est congolais d'origine, c'est-à-dire né de père et de mère congolais, et s'il n'est de bonne moralité. Si M. Sassou avait pensé à son fils, il n'aurait pas rédigé cet article-là, parce qu'il sait que son fils n'est pas de bonne moralité et il a une moralité douteuse et il n'est pas recommandable. Pardon? Il est congolais, non? De par son père, il est congolais. Il n'est pas congolais d'origine. Il est congolais, mais il n'est pas congolais d'origine. Pour être congolais d'origine, il faut être né d'un père congolais et d'une mère congolaise. C'est ça ce qu'on appelle congolais d'origine. Sur cet aspect-là, il n'y a pas de débat possible. Et quand on est né d'un père ou d'un parent congolais d'origine, on est aussi congolais d'origine, non? Non, non. Si un des parents... Être né congolais d'origine, c'est être né d'un père issu d'un Congolais et d'une mère issue d'une Congolaise. Enfin, alors, vous nous parlerez donc des affiliations, hein? L'affiliation sur Denis Christelle Sassou Nguesso, peut-être que les Congolais l'ignorent encore. Ben, vous savez très bien que M. Denis Christelle, Denis Sassou Nguesso est né de mère étrangère. Il ne faut pas qu'on dise parce que les Congolais d'en face se sont appelés Congolais qu'automatiquement on le juxtapose à la République du Congo. Il faut savoir distinguer la République du Congo et la République démocratique du Congo. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion là-dessus. Voilà, c'est à cela dont je fais allusion. Est-ce que c'est une façon d'engager le débat sur comme l'ivoirité, c'est cela? Non, monsieur Perrin, je ne veux pas de polémique sur cette question-là. J'ai dit, moi je lis la Constitution du Congo et je rappelle que je n'étais pas d'accord avec cette Constitution-là et que cette Constitution a été faite sur mesure par monsieur Sassou Nguesso lui-même. Cette constitution n'a pas été critiquée. L'ensemble de la classe politique, l'ensemble des organisations sociales, patronales, tout ce que l'on veut, que l'on peut citer au niveau du Congo, n'ont eu à ne rien dire sur cette constitution-là. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut plus débattre sur l'interprétation d'un article. Le temps de l'interprétation est dépassé. On prend la chose telle qu'elle est. Doit être président du Congo quelqu'un qui est né d'un père et d'une mère dont les parents sont d'origine, c'est-à-dire congolais de la République du Congo, pas de la République démocratique du Congo. Donc, si M. Christelle Sassou veut devenir président, je le lui souhaite. C'est en République démocratique du Congo. Ça, c'est aussi clair. Ça, c'est une question, en tout cas, à notre point de vue, qui ne sera pas négociable, qui sinon, s'entraînera des conséquences fort fâcheuses. Alors, toujours dans l'après Denis Sassou Nguesso, puisque vous insistiez d'ailleurs, et que cela a été urgent de préparer l'après Denis Sassou Nguesso, vous disiez d'ailleurs que le Congo va entrer, sinon entre dans une zone de turbulence. Quand il y a eu des problèmes au Congo entre M. Denis Sassou et M. Frédéric Benzangou, M. Denis Sassou
avait appelé tous les cadres du pays de se rassembler pour aller chasser M. Ntoumi dans sa petite forêt de Pôle. C'est lui qui l'avait dit. Et tout le monde s'est réuni pour aller chasser le terroriste Ntoumi. Aujourd'hui, moi j'appelle tous les Congolais dans leur diversité, du nord, du sud, du centre, de l'est, de se réunir, de s'associer avec moi pour que la transition au Congo soit une transition, soit une succession démocratique. Nous ne voulons pas des errements qui pourraient conduire à une dislocation du Congo. Vous pensez à quoi exactement? Les errements qui vont conduire le Congo à la dislocation, vous pensez à quoi déjà? Vous savez ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a été disloquée, déchiquetée, et on a envoyé des gens qui avaient fait moins, à la TPI, au TPI, pardon. Et aujourd'hui, au Congo, nous pouvons connaître ce genre de choses-là. Imaginez que la succession se fasse très mal. Vous ne voyez pas que des choses graves pourraient arriver à ceux qui se seraient opposés à telle succession? Monsieur Bougadia, nous sommes face à nos téléspectateurs qui sont de toutes les couches sociales. Est-ce que vous pouvez être un peu beaucoup plus précis? Lorsque vous dites une succession qui se passe très mal, voilà pourquoi moi je vous pose des questions de savoir à quoi pensez-vous? Comment par exemple? Qu'est-ce que vous appelez par une succession qui se passerait très mal? Je dis clairement, de manière tranquille, si M. Sassou nous impose son fils, il est à craindre que des événements tragiques, dramatiques pourraient arriver. Vous savez très bien que même dans le clan, dans le cas de M. Sassou, personne ne veut de cette succession-là. Que ferait M. Christelle Denis Sassou Nguesso s'il arrivait que son père l'imposa comme étant son successeur? La première des choses qu'il va faire, c'est de régler les comptes à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, et en particulier tous ceux du bord du PCT. On a entendu dire que du côté de M. Jean-Dominique Okemba, il n'était pas d'accord. On a entendu dire que M. Bouya n'était pas d'accord, ainsi qu'un certain nombre de personnalités politiques proches de M. Sassou Nguesso. Et parce que ces gens-là... Quelle serait la première réaction de M. Christelle Denis Sassou Nguesso pour avoir la paix? Et parce que les Bouya, Dominique, Gideon, comme vous l'appelez, Jean-Dominique Okemba, ont tous les droits sur le Congo pour décider qui doit être président, qui ne peut pas l'être. Non, la question n'est pas là. La question qui se pose aujourd'hui, et ils sont dans la même lignée que moi, que doit être président de la République du Congo quelqu'un né d'un père et d'une mère, c'est-à-dire qui est congolais d'origine de la République du Congo. C'est tout ce qu'il pose comme condition, qui est légitime, des conditions inscrites dans la Constitution du Congo. Mais je comprends aussi que l'angoisse de M. Sassou, pourquoi il veut imposer son fils. Vous pouvez nous expliquer? Mais nous rassurons, nous sommes des Africains, nous sommes Congolais, nous sommes capables de nous asseoir et de laver le linge sale en famille. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, il nous faut arriver vers une transition apaisée, que les problèmes juridictionnels, ça regarde la justice, ça ne regarde pas les hommes politiques. Aujourd'hui, vu la situation du Congo, je crois qu'il est temps que les hommes politiques s'asseyent autour d'un dialogue international qu'on appelle une conférence internationale pour qu'on règle une fois pour toutes ce qui divise les Congolais. Et que M. Sassou cesse d'avoir peur. Oui, mais M. Bougadia, lorsque vous parlez s'asseoir avec ce pouvoir, sinon ce régime, vous pensez que cette fois-ci, ils vont entendre raison? Parce que longtemps, ça fait quand même bientôt 40 ans, quand on revient là-dessus, dialogue sur dialogue, conférence sur conférence, ce régime n'a jamais entendu raison, et maintenant vous croyez qu'ils vont vous écouter? Ça m'est complètement égal qu'ils m'écoutent, qu'ils ne m'écoutent pas. Moi, j'ai à cœur le sort des Congolais. Vous savez, la question qui a été posée, qui a été soulevée par le général Nyangambouala sur l'avenir d'Amboshi. Vous savez, au nord là-bas, tous ceux qui sont du sud, ce sont les Congos, ce sont les Bas-Congos. Quand vous êtes au nord, quand vous entendez, ils disent qu'au sud là-bas, il n'y a que les Bas-Congos. Et au sud, tous ceux qui sont au nord, ce sont les Mboshi. Hein? La population ne distingue pas Kouvou,
Mbeti, Makwa, ainsi de suite. Makwa, ils ne distinguent pas ça, ils disent que ce sont des mouches. Imaginons aujourd'hui que la succession ne se passe pas correctement. Les bourreaux, les victimes sont ensemble. Les bourreaux ont les armes, les victimes ont des armes. Vous voyez ce que ça va faire? C'est pour ça que je pense que moi, je m'adresse aux Congolais. Je ne m'adresse pas à M. Sassou Nguesso, puisque c'est lui qui nous a créé cette affaire-là. Tout ce que je lui demande, c'est tenter, puisque c'est lui-même qui l'avait dit, puisqu'il a appelé à la réconciliation interne-nordiste. Mais cette réconciliation interne-nordiste, il a mis nos compatriotes du Nord dans une situation difficile. C'est pour ça que moi je pense, et c'est ce que je propose, chacun doit entendre raison. Les intellectuels du Nord doivent entendre raison. Des gens qui sont allés à l'école, ils doivent dépasser la culture. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous devons saisir l'opportunité qui nous est offerte du fait que M. Sassou est affaibli physiquement, moralement, mentalement, psychiquement. Il est temps que les compatriotes du Nord entendent ma voix. Vous savez, il y a quelque temps, nous avons fêté, je ne sais pas quand, le 30e anniversaire, je ne sais pas, de la Conférence nationale souveraine. Donc aujourd'hui, à cette époque, les événements qui avaient conduit à la conférence nationale souveraine étaient moindres. Or aujourd'hui, à l'issue de la conférence nationale souveraine qui devait nous ouvrir des horizons nouveaux, qui devait nous ouvrir un bien-être incroyable, a volé en éclats. Oh oui, je reconnais que après la conférence nationale souveraine, tous les pouvoirs qui sont passés ont failli. Le président Lissouba a failli, le président Bernard Kolela a failli, M. Sassou a failli, le pouvoir... Ils ont failli, quand vous parlez de Pascal Lissouba et de Bernard Bakana Kolela qui ont failli, ils ont failli en faisant quoi? Ils n'ont pas saisi les acquis de la conférence pour mettre en place ce Congo dont nous avions tous rêvé. Après, c'est vrai, des tumultueux débats ou des insultes. Voilà. Donc, ça nous a entraîné à des conflits irréalistes. Mais chacun de nous est responsable. Je crois que le moment est venu de se tenir la main et de regarder devant. Et je veux cette situation-là pour... Je vous en prie. Puisque on dit souvent que j'ai travaillé pour M. Sassou Nguesso. Non. De manière claire, je dis que je n'ai jamais été à Oyo. Oui, mais M. Boukadia, pendant que vous dites que vous n'avez jamais été à Oyo, alors que il y a des images qui circulent, il y a une photo où vous figurez d'ailleurs, prise, je crois, à Bila, et juste après le coup d'État de 1997. On vous voit bien dans cette photo. Je dis bien que je n'ai jamais été à Oyo. Ça, c'est une chose qui est vérifiable. La seule contrée que je connaisse après l'Aléfini, c'est Ngo, où j'avais été dans le cadre de la campagne électorale de 2009. Et comment vous vous retrouvez dans cette photo? Il est clair que à l'issue du coup d'État de M. Sassou, il y a eu des consultations. Je n'ai pas dit, je n'ai jamais nié que je n'ai jamais rencontré M. Sassou. J'ai dit que je n'ai jamais travaillé avec M. Sassou. Il y a une différence. Quand il y a eu des problèmes du coup d'État de 1997, M. Sassou a reçu tout le monde. J'ai été reçu. J'ai été même proposé à être ministre d'État des transports, de l'aviation civile et des télécommunications. Je devais même participer au sommet de la francophonie à Hanoï pour aller rencontrer le président Jacques Chirac. Donc j'ai été ministre et j'ai le record. Pendant 3 heures de temps, je suis parti. Voilà. Et qu'est-ce qui se serait passé pour que vous n'assumiez plus vos fonctions pendant longtemps, puisque vous parlez de 3 heures? Écoutez, je suis un homme politique, je ne suis pas tenu... je dis que j'ai été nommé ministre d'État dans le premier gouvernement et je suis parti immédiatement après la promulgation parce que mes vues ne cadraient pas. Et vous aviez démissionné, c'est cela? Oui, j'ai refusé et puis à ma place, on avait nommé M. Mbéry Martin. Mais on lui avait enlevé le titre de ministre d'État, il était devenu ministre
de transport des transports et de l'aviation civile. Alors que moi, j'étais ministre d'État des Transports, de l'aviation civile et des télécommunications. Ça veut dire tout ce qui concernait toutes les communications. Et pourquoi vous avez décliné donc l'offre alors que certains Congolais pensent que vous êtes parmi ceux qui ont ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes? Vous savez, monsieur Perrin, ceux qui ont aidé monsieur Sassou ont travaillé avec monsieur Sassou. Si véritablement j'avais travaillé avec monsieur Sassou, je serais là. Mais par contre, je lui avais dit, au cours de l'entretien que j'avais eu avec lui, qui avait duré 7 minutes, pas plus, 7 minutes, montre en main. Je lui avais dit, s'il a besoin de moi pour le Congo, pour construire le Congo, je serai présent. Mais si les intérêts du Congo sont en jeu, je me trouverai en face de lui. C'est ce que je lui avais dit clairement. Et donc, vous avez constaté que les intérêts du Congo étaient mis en jeu, c'est cela? Ce n'était pas dans ma logique. Vous savez, moi je suis un libéral. Et quand on commence à réquisitionner la République, je ne m'y retrouve pas. Réquisitionner la République. Il faut être un peu beaucoup plus clair parce que c'est pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Quand on commence à prendre la République pour des intérêts personnels, sans pour autant penser au sort des Congolais, je ne suis plus d'accord. Il y a quelqu'un qui est là qui peut le témoigner. C'est par exemple monsieur le colonel Joseph Zambela, à qui monsieur Sassou avait demandé, mais qui est ce monsieur-là? Il lui avait dit, je connais monsieur Boukadia. Monsieur Boukadia ne caresse jamais les gens dans le sens du poil. S'il vous parle comme ça, il veut que vous réussissiez à créer des entreprises au Congo. Voilà. Moi, monsieur Boukadia. Ma politique a toujours été celle de construire les entreprises au Congo. Monsieur Boukadia, vous êtes un homme politique et le courage d'un homme politique, c'est aussi l'honnêteté. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, sinon nous rappeler, lesquels ont préparé le retour de Denis Sassou Nguesso par les armes? Pouvez-vous nous le dire et citer leurs noms? Écoutez, pourquoi voulez-vous que je vous cite les noms? Je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Non, je ne les connais pas. Ce qui est sûr, ce qui est quand même aberrant, c'est que ceux qui étaient dans le pouvoir de président de Souba, au-delà du fait qu'il fallait apaiser le pays, se sont vite retrouvés au service de M. Sassou. Ceux-là, lesquels? Voilà. C'est ça ma question. Vous les connaissez, M. Perrin. Nos téléspectateurs peut-être ne le savent pas. Les téléspectateurs les connaissent aussi bien, M. Perrin. Le Congo est un petit village. Le Congo est un petit village. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de ce qui s'est passé, au-delà des trahisons, au-delà du fait que des engagements n'ont pas été tenus, nous sommes dans un pays en plein suicide et que les générations futures vont nous poser la question, qu'avez-vous fait si ce n'est qu'on va nous chasser, si nous ne trouvons pas une solution? C'est pour cela que j'ai dit tantôt, tout à l'heure, que depuis la conférence nationale souveraine, tous les régimes qui sont passés au Congo ont commis des choses atroces, ont commis des crimes économiques et de crimes de sang qui sont imprescriptibles. Ce qui nous donne cette fois-ci, et j'ai toujours dit qu'il y a la décision politique et la décision judiciaire. L'homme politique ne doit pas se substituer au juge. L'homme politique doit poser des solutions politiques. Et moi, je pose la question de la solution politique qui consiste à nous asseoir et à trouver des solutions pour l'avenir du Congo. Et cette solution-là, dans l'immédiateté, et par rapport à ce qui s'est passé en mars dernier, c'est d'aller vers une transition politique apaisée. Une transition politique apaisée sans Sassou Nguesso, c'est cela? Ça, c'est aux participants au dialogue international, à la conférence internationale, qui doit trancher cette question. Moi, tel que je suis là, je ne peux pas trancher sur cette question parce qu'il s'agit d'une question
de la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale est représentée par l'ensemble des responsables politiques et des organisations syndicales, sans oublier les représentants des forces armées souveraines. C'est à partir de ce moment-là que nous allons prendre cette décision si la transition politique apaisée doit inclure ou doit exclure M. Sassou. Quoi qu'il en soit, M. Sassou doit être présent à cette conférence-là parce que c'est lui qui détient la clé de la paix au Congo. Monsieur Bougadia, un homme politique, c'est celui qui est informé parce que cela lui permettra, bien entendu, d'anticiper les choses. Je veux revenir sur l'état de santé de Denis Sassou Nguesso, de toute façon, qui ne devait pas être un tabou, ça ne doit pas être un secret, parce que de toute façon, il est pris en charge par l'argent du contribuable congolais. Et le Congolais devrait savoir, évidemment, tout ce qui se passe autour de Denis Sassou Nguesso. Dernièrement, il a fait un déplacement vers Pointe-Noire. Et la chose curieuse, c'est que Denis Sassou Nguesso, qui a coutume de prendre un bain de foule, qui aime bien le public, cette fois-ci a effectué son déplacement incognito, mais vraiment dans toute la discrétion. Je ne sais pas si les images ont filtré, mais jusqu'à maintenant là, on n'en voit pas. Est-ce que cette attitude vient corroborer ceux qui pensent qu'il est sous oxygène et suivi par 3 médecins cubains, que sa santé est vraiment détériorée? Écoutez, au moment où je l'avais dit, effectivement, mais c'est normal. Hein, c'est normal, vous savez, quand vous avez une insuffisance respiratoire ou cardiaque ou rénale, on peut vous mettre sous oxygénation, oui. C'est ce que j'avais dit dans un communiqué officiel. Pourquoi est-il parti incognito? Vous savez, la discrétion fait aussi partie de la vie de quelqu'un. Il a voulu être discret. Oui, mais ce n'est vraiment pas son habitude. Hein. On a connu Denis Sassou Nguesso bientôt 40 ans. Ce n'est pas dans son habitude que cette fois-ci, il ne pouvait pas le faire. Ne me faites pas dire que non. Je ne peux pas extrapoler. Pour une fois, il a peut-être été modeste de ne pas faire déshydrater les Congolais sous un soleil ardent, de ne pas déshydrater les mamans, les élèves, les écoliers, avec des drapelés. Et puis, voilà, ça arrive qu'à un moment donné, quelqu'un devienne humain, même un dictateur. Monsieur Bougadia, on va aborder le second volet qui porte sur l'économie. Alors ici, je disais d'emblée dans votre tweet du 9 juillet 2021, vous affirmiez que Bernard Kouchner et Dominique Strauss-Kahn ont joué un rôle dans l'ouverture des comptes dans les paradis fiscaux avec les 14 000 milliards de francs CFA du Fonds de garantie des générations futures. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Déjà, je voudrais faire un rectificatif, si vous le permettez, M. Perrin. Je vous en prie. J'ai dit quel rôle ont joué M. Dominique Strauss-Kahn et M. Bernard Kouchner. Alors, une question, vous vous posez donc la question. Je posais la question. Maintenant, nous savons que dans la communication, lorsqu'on pose une question, c'est supposé aussi savoir la réponse. On ne pose pas une question sans une moindre idée sur la réponse. Non. Je pense que c'est au parquet financier de la France de se poser la question que font les 2 anciens ministres de la République française qui ont élu domicile à Oyo. Et aussi curieux que cela puisse paraître, les 2 sont plus ou moins des conseillers directs de M. Sassou. Et on s'est rendu compte dans certains dossiers, notamment le dossier dont vous faites allusion, celui de l'argent des générations futures, les 14 000 milliards, sont apparus au cours d'une discussion entre M. Sassou et le président chinois. Et le président chinois n'a pas voulu restructurer la dette du Congo, arguant qu'il y avait suffisamment d'argent au Congo, notamment les 14 000 milliards dans les paradis fiscaux. C'est pour ça que je m'interrogeais à haute voix, que font M. Dominique Strauss-Kahn et M. Bernard Kouchner, qui ont élu domicile à Oyo? Ont-ils aidé M. Bouya et compagnie à ouvrir des comptes offshore? C'est une question. Ça, c'est le parquet financier français
Ça veut dire que s'ils ont ouvert des comptes dans les paradis fiscaux... Au moment où nous sommes en train de tenir notre émission, vous nous dites que monsieur Dominique Strauss-Kahn et Bernard Kouchner sont à Oyo. Non, au moment où il avait été fait ce tweet, ils étaient à Oyo. Je ne sais pas s'ils sont encore là-bas. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est devenu presque... Oui, ils ont des maisons secondaires là-bas, on peut le dire, avec certitude. Avec certitude. Alors, monsieur Boukadia, puisqu'on parle de 14 000 milliards qui se sont volatilisés comme ça, mais il y a également 6 ministres qui sont encore en fonction aujourd'hui. Il s'agit bien entendu de Denis Christel Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouillard, Rodolphe Adada, Gilbert Ondongo. On cite également Lucien Ebata et puis Jean-Bruno Itoa qui, à eux seuls, détiennent plus de 5 000 milliards de francs CFA dans leurs comptes, dans les paradis fiscaux. Ajoutez à cela les 14 000 milliards, nous sommes là pratiquement à 20 000 milliards de francs CFA. L'argent du Congo qui se trouverait dans les paradis fiscaux. Est-ce qu'il y a une possibilité de ramener cet argent au Congo-Brazzaville? Donc ça veut dire qu'en réalité, le Congo ne doit pas être endetté. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire. Que le Congo est suffisamment riche aujourd'hui. Donc, je ne comprends pas pourquoi M. Denis Sassou Nguesso est allé s'endetter à la Chine pour faire fonctionner la maison Congo, alors qu'il y a de l'argent. C'est ça la question, la réflexion qui me vient à l'instant. Ça veut dire que l'argent du Congo sert à alimenter le clan Sassou et on va aller s'endetter de telle sorte que cet endettement-là, on va pleurnicher à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, et que le Fonds monétaire international paye l'endettement du Congo pour qu'eux, ils continuent d'utiliser l'argent, la richesse du Congo. C'est ça ce que vous dites. Je pense que tant que cet argent est dans les paradis fiscaux, aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent de remonter. De rapatrier cet argent. Pour rapatrier. Aujourd'hui, il y a des banques, par exemple, que nous avons consultées, qui sont prêts, lorsque la transition politique se fera, de rapatrier cet argent-là. Voilà. Et donc, il faut craindre que ces comptes soient déplacés avant que la transition arrive. Vous savez, la technologie aujourd'hui, on sait par où l'argent circule. La dernière fois, je pense que vous avez dû entendre, lorsque j'ai été interrogé par un de vos confrères, j'ai dit que si le caïman vous attrape une jambe, ça veut dire qu'il y a eu conciliabule entre le caïman et l'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez déplacer l'argent où vous voulez, on sait que vous déplacez l'argent. Et aujourd'hui, on sait, pour des gens qui n'ont jamais travaillé, parce qu'au Congo, tous ceux qui ont de l'argent n'ont jamais eu de fiche de paye. Ils se sont servis sur le dos de la bête, cet argent, parce qu'aujourd'hui, les banques ne veulent plus avoir l'étiquette de l'argent sale. Cet argent est pisté et on sait comment le rapatrier. Et c'est pour ça que je crois la question de fond aujourd'hui qui se pose, puisque la souffrance de ceux qui ont travaillé au Congo, la souffrance des vrais fonctionnaires qu'on n'arrive pas à payer est due à l'endettement immoral, immonde du régime de M. Sassou. Et c'est là aujourd'hui le fond du problème. Il nous faut trouver des solutions contre la détresse de nos aînés qui ont déjà travaillé, qui ont déjà cotisé pour leur retraite. En ce qui me concerne en tout cas, j'ai pris des contacts avec mes partenaires pour les retraités, le moment venu, lorsque la transition politique apaisée sera-là, nous allons négocier avec les syndicats pour apurer cette dette des pensions de retraite, ainsi que les salaires. Mais pour les salaires, nous devons passer d'abord à faire un recensement réel de fonctionnaires. Quoi qu'il en soit, le vrai débat aujourd'hui qui se pose, c'est
ce sont nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont une force extraordinaire. Et ce sont eux les moteurs du développement du Congo. C'est pour ça que je propose la désimmigration de nos compatriotes, c'est-à-dire ramener au Congo, ramener en Afrique les Congolais qui doivent bénéficier d'un environnement similaire à l'environnement des pays d'accueil où ils sont en exil. Parce que ce sont eux qui vont donc remettre en place le mouvement du développement, du décollage économique. Monsieur Boukadia, ça reste encore un projet puisque nous ne sommes pas encore arrivés à la transition. Je vais revenir sur la dette chinoise. Dernièrement, Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec Xi Jinping, le président chinois, sur, bien sûr, la restructuration de la dette. Et à travers les médias congolais, on a semblé nous dire que finalement, ils ont eu quand même gain de cause. Mais alors que tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire, finalement, les 14 000 milliards ont pesé de sorte que le président chinois renvoie le Congo. Que risque le Congo finalement sur cette dette? Surtout que toutes nos ressources naturelles ont été gagées. Si on ne trouve pas de solution entre le Congo et la Chine, que risque le Congo? D'abord, je voudrais vous dire ceci, M. Perrin, c'est pas un projet en l'air, ce que je venais de dire. Non, je n'ai pas dit que c'est un projet en l'air. J'ai dit ça reste encore un projet puisque nous ne sommes pas encore arrivés à la transition. Et probablement que ça sera à l'immédiat, là. Peut-être qu'elle est imminente. Vous nous le direz. Il faut poser les questions dès maintenant. Dès maintenant. Aujourd'hui, il faudrait que même vous-même, vous commencez à vous projeter que demain, vous devez rentrer au Congo. Il faudrait que vous soyez dans des conditions optimales, voire similaires par rapport aux conditions dans lesquelles vous êtes. Et c'est ça ce qui va vous donner la force et l'énergie d'apporter l'expérience que vous avez acquise à l'extérieur. Et en même temps, moi, je pose une question de fond, permettez-moi, je pose une question de fond à l'Occident qui bâtit aujourd'hui l'enjeu sur l'immigration. Je dis, l'immigration, ils veulent choisir leur propre immigration, l'immigration intelligente. Et moi, je dis, quelle que soit l'immigration, elle est essentielle pour l'Afrique. Et que j'appelle les présidents africains, et M. Sassou en premier, d'organiser un colloque de la désimmigration occidentale. Comme ça, les expertises acquises par la diaspora puissent être au service du pays. Voilà la grande révolution aujourd'hui. Et enfin, vous me posez la question sur la dette chinoise. Vous savez, j'ai donné une interview, j'ai dit que le Congo, ce n'est pas M. Sassou. M. Sassou n'est pas le Congo. Et j'ai demandé à la Chine de ne pas confondre le Congo avec M. Sassou ou son clan. Oui, mais le Congo leur doit quand même près de 1300 milliards, hein, c'est beaucoup d'argent. Non, c'est M. Sassou et son clan qui lui doit ça. Parce que cet argent, c'est vous qui venez de me dire que l'argent du Congo se trouve dans 10 comptes. Des paradis fiscaux. Appartenant à 10 ou 15 Congolais. Ça, c'est l'argent du Congo. Ça, c'est l'argent du Congo. Mais l'argent qu'ils sont allés chercher en Chine là-bas, ce n'est pas l'argent du Congo. C'est l'argent de M. Sassou et de son clan. Et sur cette question-là, il est difficile de trouver un terrain d'entente. Sauf si au cours du dialogue international, c'est-à-dire de la conférence internationale, donc ce qui veut dire que la Chine doit être partie prenante si elle veut retrouver ses petits à cette conférence internationale. Parce qu'il nous faut faire l'audit de cette dette-là, si elle est véritablement réelle ou si c'est une dette fictive, c'est ça. Et par ailleurs, je voudrais attirer l'attention de M. Sassou. Aucun surendetté ne s'est jamais sorti de l'endettement par un nouvel endettement. Ça n'existe nulle part. L'endettement d'un surendetté finit toujours par être effacé. C'est pour ça que je dis le problème de la dette vis-à-vis de la Chine doit regarder tous les Congolais pour que, au moment de la conférence internationale, nous demandons
l'audit de cette dette et que nous voyons à partir de l'audit si effectivement les Congolais doivent la rembourser ou doivent faire appel à l'OMC, puisque la Chine est membre de l'OMC, pour que cette dette-là soit par perte et profit par rapport aux nouveaux engagements que le nouveau pouvoir pourra signer avec la Chine. Je ne suis pas contre la Chine, bien au contraire, mais nous devons être transparents sur cette question de l'endettement. D'autant plus que, vous savez, il y a des gens qui ont dit que non, ce qui est arrivé dans les pays de l'Europe, de certains pays de l'Europe de l'Est ne peut pas arriver. Mais quand vous achetez une maison que vous ne pouvez plus payer, qu'est-ce qu'on fait? On vous saisit la maison. Est-ce qu'il faut craindre que la Chine puisse saisir le Congo un jour pour se faire rembourser sa dette? Vous savez, l'ambition de la Chine aujourd'hui a été, fort heureusement, les populations de Kakamweka ont dit non. Ils ont voulu mettre main basse sur le domaine de Sonda, le domaine où les pères fondateurs voulaient construire un barrage mythique. Mais les intérêts par rapport à la dette, la Chine a demandé à Sassou de lui donner cette zone-là, ainsi qu'une bonne partie du port de Pointe-Noire. Ce dont je ne suis pas d'accord. C'est d'ailleurs ce qui fait que M. Sassou soit en bisbille avec Total et avec Bolloré. C'est pour ça que ceux qui hier lui avaient donné la possibilité d'accéder au pouvoir au Congo, aujourd'hui, ils leur tournent le dos. Il y a une façon quand même de mettre, il y a une certaine manière, une certaine tenue. On ne met pas un couteau dans le dos de quelqu'un qui vous a aidé. Alors, Monsieur Boukadia, on va terminer probablement par là. Le Congo venait de perdre un de ses fils, pas les moindres, un candidat quand même à la présidentielle de mars dernier, en la personne de Guy Brice Parfait Kolela, qui jusqu'aujourd'hui, finalement, des examens sont en train d'être menés pour comprendre ce qui est arrivé, la cause de son décès. Mais jusque-là, ça tarde tout de même. Et vous êtes au niveau de la France, vous êtes un homme politique, une personnalité politique du Congo-Brazzaville. Probablement que vous avez quelques informations sur cette situation. Vous savez, un membre de famille a le droit de hausser le ton vis-à-vis d'un membre de la famille. Mais il est inadmissible que quelqu'un qui ne soit pas de la famille puisse hausser le ton jusqu'à ce que l'on perde quelqu'un. Aujourd'hui, vous savez, ce qui est dramatique, c'est que on a inculqué aux Congolais un poison qui est le tribalisme. C'est le tribalisme qui a emporté M. Guy Brice Parfait Kolela. Parce que dans toute procédure, on voit les dernières personnes que cette personne a vues et surtout avec lesquelles il était plus ou moins en mésentente. Tout le monde a suivi la sortie tonitruante, menaçante de M. Firmin Ayessa, qui avait dit clairement « Je veux vous faire boire de l'eau par les narines, par le nez ». Ça s'appelle une menace non voilée à la menace de mort. C'est ça. Et aussi curieusement, M. Sassou lui-même, devant un partenaire de chef d'État au moment où il a prêté son serment, je ne sais pas pourquoi, a déclaré, je cite, c'est du français, c'est du français. Guy Brice Parfait Kolela a été emporté par un ennemi invisible sur la toute dernière ligne droite. Je rappelle qu'au moment des faits, la COVID-19 n'était plus un ennemi invisible. Je rappelle aussi, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui meurent de la COVID-19 ne sont pas sujets, ne sont pas candidats à des autopsies. Or, le cas de M. Parfait Kolela, dont on dit qu'il est mort de la COVID, tous ceux qui l'ont entouré, jusqu'à sa femme, personne n'a été déclaré, n'a été testé positif, où nous en sommes. J'ai appris dernièrement que une des sœurs de M. Parfait Kolela a porté plainte devant le procureur de la République et à partir de là, lorsque le procureur de la République va donner son point de vue, à ce moment-là, on pourra voir ce qu'il faut faire. Mais une chose est sûre, c'est que
M. Sassou a eu tort de ne pas ouvrir, de ne pas demander à son procureur là-bas d'ouvrir une enquête judiciaire dès lors où M. Guy Brice Parfait Kolela est décédé à la suite des menaces de M. Firmin Aïssa. Tout ceci parce qu'il y a eu cette maladie du tribalisme. C'est cette maladie du tribalisme qui a causé la mort de M. Guy Brice Parfait Kolela. C'est pour ça que j'invite tous les Congolais à se dépasser, de ne pas tomber dans le piège dans lequel le PCT de M. Sassou et son clan nous a plongé, celui du tribalisme. Nous avons été capables, avant la conférence nationale souveraine, de nous unir pour mettre fin à la République populaire du Congo. Aujourd'hui, ce sont les mêmes Congolais. Nous sommes aussi en mesure de nous unir pour éviter une catastrophe, pour éviter une succession qui entraînerait des drames dont on ignore les conséquences aujourd'hui. Mais que les gens disent que je ne savais pas, je suis en train de le dire aujourd'hui. Le tribalisme risque de nous emporter si nous ne sommes pas capables de nous réunir. J'appelle donc les partis politiques, les syndicats des étudiants, des travailleurs. J'appelle les forces armées à se ressaisir et à sauver la République. C'est dans l'union que nous pouvons sauver cette République-là. Ne laissons pas à M. Sassou de nous amener vers les chaos. Et à M. Sassou lui-même, je souhaiterais lui dire, non seulement je suis content qu'il soit en très bonne santé, mais avant qu'il ne parte, il serait de bon temps qu'il laisse quelque chose de merveilleux à la postérité, c'est-à-dire qu'il appelle les Congolais à s'asseoir et à tracer le Congo de demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Modeste Moukadia de nous avoir éclairé sur un certain nombre de sujets. Nous reviendrons vers vous et vous serez toujours bienvenus sur notre plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Et restez toujours branchés sur votre canal d'information TLR TV. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.